Bonjour. Merci, Émilien, pour cette présentation. Nous avons l'occasion de retrouver des collègues qui viennent d'un peu partout pour cet atelier qui va nous permettre de confronter nos vues à des vues qui sont sans doute assez semblables, ce qui va conforter un peu l'idée qu'on a eue aujourd'hui d'organiser ce forum. Alors, on a un panel qui est organisé d'une façon un peu particulière. C'est la signature du TIES d'organiser des panels et de les rendre interactifs avec la salle. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça va fonctionner. Donc, pendant la première heure, nous allons avoir une présentation rapide de nos intervenants qui vont nous parler de leurs travaux, de leurs apprentissages et de ce qu'ils voient être les besoins actuels autour des questions qu'on discute aujourd'hui. Suite à cela, pendant environ 30 minutes, nos panélistes vont se retrouver avec vous dans la salle à vos tables, période pendant laquelle vous allez pouvoir discuter, vous poser des questions et formuler des commentaires. Suite à quoi, pendant 30 minutes, nous revenons ici, nous invitons Marthe Nissens à se joindre à nous, puisqu'elle est aussi internationale, et nous allons avoir 30 minutes de questions, commentaires entre la salle et le panel. C'est bien ça, Émilien? Je suivais les excuses. Alors, d'abord, merci à tous d'être venus ici vous joindre à nous aujourd'hui. Je vais vous présenter rapidement. Vous avez sur vos tables une description des biographies de nos panélistes, donc vous pourrez suivre au fur et à mesure. Je vous présente l'un après l'autre et par la suite, vous prendrez la parole en 3 temps, comme on l'a mentionné, successivement. Alors, dans l'ordre que j'ai ici, Yannick Blanc. Bonjour Yannick. Qui est haut-commissaire à l'engagement civique et président de l'Agence de services civiques et vice-président de la FONDA en France. Sébastien Perrault, à côté de moi ici, directeur de Concertes, qui est la plateforme de concertation des organisations représentatives de l'économie sociale en région Wallonne et Bruxelles. Bonjour. Bryn Sandovik, qui est who is Program Manager at Vancity Community Foundation and Director of Demonstrating Value Resource Society, a nonprofit organization dedicated to making impact measurement more accessible and useful to community. We've had the chance to discuss this previously. Kate Ruff, Assistant Professor and Accounting of the Sprott School of Business and Co-Director of the Carleton Center for Community Innovation. Et Andrew Taylor, Resident Evaluation Expert of the Ontario Nonprofit Network, a Canadian network of nonprofit organizations. Alors, sans plus tarder, je vous demanderai de prendre une quinzaine de minutes chacun pour présenter votre projet, vos travaux, leur raison d'être, leur stade d'avancement. Alors, peut-être, Kate, you may want to start and we'll go this way. And then we'll go the other way so that each one has a chance to start. I tried to choose my seat to not be first, but I misplayed that. I saw you do that. My name is Kate. I'm really, really delighted to be here and very excited about the convergence that TIES has organized for us today. I'm here because I'm the lead on a project called the Common Approach to Impact Measurement. It is a project funded by the Government of Ontario and Canada. It is initially focused on social enterprises in Ontario, but we are looking currently at expanding past social enterprises to all of Canada and next the world and the galaxy. So I'm very pleased to find out that we are being broadcast to all our target audiences at this moment. We are a project of some amazing partners, of which some are in the room. So what I'm speaking about today is not just my work, but the work of a huge community of people that I'm really grateful for. What the Common Approach is a flexible standard to impact measurement. And I've been talking about impact measurement for 15 years. I almost always am in rooms of people pushing for uniformity, and I am the voice of flexibility. When not that, I am in a room of mixed opinions and pushing for a balance.
This is the first time in my life where I get to follow two such eloquent speakers, thank you, Emilien and Marta, who have so eloquently rolled out the case for flexibility. And I find myself in the very strange position of advocating for standardization. So, what is the common approach to impact measurement? It believes that we need flexibility. I want to highlight 4 really important things that have been raised today: relevance to context, voice of stakeholders, focused on learning, and adaptability in the face of learning. So why do we need standards? The force for standards is strong. We have all felt it. We are here almost in response because it is so strong. And are those people pushing for uniformity crazy, evil, wrong-headed? No. There are also some real advantages of standardization that I'd like to highlight. So standardizing can simplify a complicated task. A lot of enterprises say, this is too hard, just tell me what to do, make it easy for me. Standards help us tell our collective story, and they facilitate collective learning. And then standards help us understand when what we're doing is not good enough, when we need to raise the bar. So what the common approach is a flexible standard impact measurement, and I will use some of the more detailed moments I have later to talk about how we do that. But I will leave you now with, I'll tell you where we are. It's working on paper. We have shown that it can work with 114 organizations. With 1,110 unique indicators, we were able to create a flexible standard that doesn't require a single person to change what and how they measure. So I would say it's a standard for impact measurement that's compliant with the Montreal Declaration that we're going to be hearing about today. And I will tell you more about how we do that later. Thank you very much, Kate. I'm looking for a pen as I'm listening to what you're saying. So thank you for just posing the paradox right through. Merci beaucoup. Est-ce que Yannick Blanc peut présenter ses travaux aussi, qui sont aussi très originaux? Merci beaucoup de cette invitation qui est bien agréable. Je voudrais commencer par préciser que j'ai quitté mes fonctions de haut commissaire et de président de l'agence du service civique il y a 15 jours. Donc, le grand avantage de la situation, c'est que je ne porte aucune parole officielle. Je suis donc tout à fait libre pour m'exprimer. Je m'exprime donc au nom des travaux que je mène avec la Fonda. La Fonda est en France le think tank du monde associatif. Et l'origine de ces travaux était exactement... part exactement de la conclusion de l'exposé de Marthe Nissens, que je voudrais remercier pour l'extrême clarté du travail qu'elle a fait. Comment peut-on se définir soi-même et ne pas être défini par les autres quand on est dans le champ de l'évaluation? Il y a 3 ans, j'ai animé pendant plusieurs mois un atelier sur le modèle économique des associations. Et j'en suis sorti avec l'impression désagréable que les acteurs associatifs, les acteurs sociaux, vivaient les problèmes de financement et de ressources associatives uniquement comme une menace. Ils se considéraient comme les sujets passifs de phénomènes de financement, publics et privés, qu'ils avaient à subir. Et dans leur discours, je n'ai à aucun moment trouvé d'affirmation de la valeur qu'ils produisaient pour la société. Or, j'ai été pendant de longues années haut fonctionnaire en charge de politique publique et je sais pertinemment que dans beaucoup de domaines sociaux, éducatifs et même dans le domaine de la sécurité, la puissance publique ne peut rien faire si elle n'a pas avec elle, en face d'elle, des acteurs sociaux. Et donc, quelle que soit la vision qu'on ait du coût des politiques publiques, si on veut pouvoir les mettre en œuvre, il y a beaucoup de domaines dans lesquels, sans acteurs associatifs, pas d'action possible. Il y a donc bien de la valeur créée par ces acteurs sociaux, et c'est cette valeur que je cherche à mesurer. Sur le plan de la méthode, en fait, par rapport à ce que nous a dit Marthe Nissens à l'instant, il y a, moi, dans le concept de mesure d'impact social, il y a 2 choses qui me gênent. La première, et Marthe a longuement souligné son extrême difficulté, c'est le concept même d'effet. C'est-à-dire l'idée issue des sciences dures, issue de la médecine, de la physique et de la chimie, selon laquelle, toute chose égale par ailleurs, on pourrait isoler
sur une cible, un objet considéré comme inerte, l'effet d'une action. Or, dans le champ social, cette situation n'existe jamais. Et les meilleurs exemples de mesures d'impact social que nous ayons dans la littérature insistent toujours sur le fait que pour être parfaitement rigoureuse, pour être parfaitement scientifique, une démarche d'évaluation doit éliminer le maximum de biais. Si bien qu'à la fin de la processus de mesure, pour que la mesure soit rigoureuse, elle ne mesure qu'une toute petite partie de l'action qu'on est chargé d'évaluer. Les acteurs sociaux, les bénéficiaires d'un travail social ne sont pas des bactéries, ne sont pas des molécules. Ce sont des acteurs, ils agissent, ils interagissent en permanence. Et il me paraît très, très abstrait de vouloir séparer le processus de l'effet. Il y a de l'effet dans le processus. Et quand il y a un effet, il a un effet en retour sur le processus et il modifie le processus. Est-ce qu'on peut rentrer dans l'analyse de cette capacité d'interaction avec des outils ayant tout de même une certaine rigueur méthodologique? C'est ça le défi que nous avons devant nous. Je ne vais pas en dire beaucoup plus maintenant, sinon pour dire que pour rentrer dans cette approche, nous avons donc tourné le dos au concept même d'impact, au concept même d'effet, et que nous avons considéré que dans une activité sociale, il y avait un processus de création de valeur, et nous nous appuyons sur l'analyse des chaînes de valeur, qui est une méthode éprouvée depuis une quarantaine d'années dans le monde du management d'entreprise. Nous avons repris ces outils, nous nous sommes inspirés de cette méthodologie et nous sommes en train d'expérimenter son application à des acteurs sociaux. Au fond, quelle est l'idée sous-jacente de cette méthode? Elle est que dans une activité sociale comme dans une activité économique, le travail de décomposition que Mark Nissen nous a montré tout à l'heure dans les différents aspects de l'activité, ce travail de décomposition permet dans chaque case d'identifier des processus d'échange de valeur, de création de valeur, des processus d'utilisation de ressources, de fourniture de ressources à d'autres acteurs. Et c'est cette cartographie des interactions que nous essayons de dessiner avec l'analyse des chaînes de valeur. L'autre chose que je voudrais dire sur notre approche, c'est que la question de la création de valeur n'est pas seulement un outil méthodologique, c'est un enjeu politique fondamental. Nous vivons aujourd'hui dans une société qui, depuis 30 ou 40 ans, a réduit toute la diversité de la valeur et des valeurs à une seule valeur, celle de la rentabilité financière. Et c'est aujourd'hui un défi pour nous tous de sortir de cette représentation de la valeur et de construire une image, une représentation, une conception beaucoup plus riche de la valeur et de la pluralité de la valeur. Quand on parle de mesures d'impact social et d'évaluation, sans arrêt, comment s'excusant, on évoque la multiplicité des méthodes, la nécessité d'adapter la méthode à chaque cas, la question de la diversité et le risque de tout ramener à une seule mesure standard qui évidemment n'aurait pas de sens. Là où le concept de valeur peut nous rendre un service majeur, c'est que quand on parle de valeur, on parle d'équivalence. Et que dans les processus sociaux comme dans les processus marchands, on peut être à la recherche de construction d'équivalence. Tu me prends en charge, tu me donnes une formation professionnelle, tu me remets sur le marché du travail, donc tu me rends service, je suis le bénéficiaire de l'insertion par l'activité économique, et à la fin, j'aurai, on va dire, plus de chances d'accéder à un emploi qu'au début du processus. Donc il y a bien de la création de valeur pour moi. Mais moi qui suis un acteur dans la société, quelle est la valeur que je crée chemin faisant? Si j'ai un emploi, je crée de la valeur, c'est évident. Mais pendant le processus, qu'est-ce qui se passe dans la société? Marc l'a évoqué tout à l'heure. Il y a des effets sur la société qui interviennent à chacune de ces étapes. Plutôt que de considérer
ces effets-là comme des effets secondaires par rapport à l'impact recherché, interrogeons-nous sur la multiplicité des échanges et des équivalences qui se produisent pendant le processus de l'activité sociale. Voilà quel est le but de notre projet de recherche et d'expérimentation. Merci Yannick. Alors on a déjà matière à débat. On continue, Andrew. Good morning, and thank you for the opportunity to be here, and congratulations on the amazing work that has brought us here together today. I am from Ontario, Canada, and I work with the Ontario Nonprofit Network, which is a group that speaks on behalf of nonprofits and social purpose organizations in Ontario and does advocacy and research and so on. I was involved with a project, almost a sister project in some ways to this work, where we spent 3 years looking at the practice of evaluation in Ontario's nonprofit sector. We started out with consulting with folks in the field and with doing a literature review, but it was a literature review focused particularly on when does evaluation lead to action? What makes a difference in terms of when change happens? Closer? Sorry, better? So we did a lit review focused on what are the conditions under which evaluation leads to action. And the literature is quite voluminous and quite clear in that evaluation leads to action when it has clarity of purpose, when there is buy-in from the relevant actors, when there is high quality communication, when there is trust and safety, to speak of what has gone wrong and so on. What is not on that list is evaluation leads to action when it has the fanciest, most complicated methodology, or evaluation leads to action when it uses the most specific articulation of the definition of a certain outcome. Those things do not make an evaluation more likely to be used, although they may make it more credible, more rigorous academically. And that was an important insight for us, because as we then turned to the practice of evaluation in Ontario, we found that many people are quite enthusiastic and believe in the value of reflecting on practice and measuring the difference that we make and sharing that sort of thing. They are not unhappy about that. What they are unhappy about in many respects is the misuse of evaluation. And so often I think it happens in the interaction between governments and other funders and nonprofits, where the practice of evaluation sort of, fairly obviously, and everyone would agree, it does not adhere to those standards of what would make evaluation useful, right? It is often not a system that has been designed in a collaborative way. It is often not a system where it is safe to talk about our mistakes. It is often not a system where a lot of energy has been put into building trust and understanding. And in fact, the frustration that people feel is a perfectly predictable result of the practice, right? It is exactly what the research on utilization would suggest would happen if you practiced evaluation in that way. And I don't know that it's anybody, I don't think any funder would set out to try to create that sort of a system. I think it has evolved. And so that was one of the big insights that we took away. And I think the other one was, and it speaks to the diagram that Emilienne put up with the big circle of evaluation and the little circle inside it. We realized that when people are talking about evaluation, they're talking about many different kinds of learning processes that are actually quite different from one another, and that they sometimes talk past each other. And give a small organization a $10,000 grant and expect they are going to show that they've made a difference in the poverty rate in their city, which is the sort of evaluation that would require, as we've heard today, years and a great many experts and so on. So I think that was a learning for us. And what did we do with that? We created a position paper. And one of the points that I think is relevant to our discussion today is we talked about the need to differentiate learning and evaluation from accountability. We have come to see the two things as parts of the same process, and I think, again, they're quite different. I think it's completely appropriate for a government or a funder to say, look, we've given out money, we need to check and make sure it's been handled responsibly. That is not the same thing as evaluation, and in fact it is antithetical in some respects to the sort of climate one needs to create if one wishes to have meaningful evaluation. We talked about the need to decouple learning and evaluation processes from accountability processes. And I think the other insight that we took away, and another one of the recommendations we made, is that when we seek to build capacity, when we seek to get better at this sort of thing, we cannot simply focus on
getting better at measuring things or getting better at designing methodologies. We also have to focus on getting better at learning from what we have done and taking action on the basis of what we have done. And if you think about it, those are quite different skill sets than the skill sets required to measure things. And there has not been enough attention paid to that, the skills of learning and taking action. And finally, to the last insight I'd like to share is that we need to focus on evaluation that speaks to the full value of the work that we are doing and gets out of this, and I think this has to do with getting away from that accountability focus, is that to the degree that our sector is allowing itself to be characterized as a group of organizations from which government can purchase services, you know, we will enter into a contract to do something for you, then the evaluation takes the shape of that same sort of mindset, rather than approaching evaluation as if we are our society's shared infrastructure for addressing the issues that matter to us, and that is the sort of thing we need to evaluate. So how we evaluate speaks to how we frame who we are and why we matter. Thank you very much. Bryn. Good morning. Can everybody hear me? Is this better? There. Get closer to your mic. Okay. So I'd like to, first of all, thank everyone for the opportunity to be able to be part of this discussion today. Okay, that's better. Oh, it should go down. So I'd like to first just introduce the organization that I represent. It's Vancity Community Foundation, and Vancity is a large credit union in the Vancouver area, also on Vancouver Island. And over the last 2 decades, it's done a lot of work to support the development of social enterprises within BC. And I've been specifically involved in the foundation through a project that was defined by social enterprises and that emerged from the community about 15 years ago. And at that time, there was a group of social enterprises that were meeting regularly to talk about some of the common challenges that they had in running social enterprises. It's fairly newer. There's more knowledge about social enterprise now, but at the time, you know, they would talk about hiring issues around marketing, but then one issue that they were coming across was in just being able to answer demands to measure their impact and to show their impact, and just finding generally that in looking for investment funds and grants, that they didn't really fit in the box, you know, the typical program box or the business box. And so generally from that starting point, they wanted to be able to see, you know, were there methods out there? Was this a common issue that was felt across other social enterprises in other places? So our foundation, through the Enterprising Nonprofits program, commissioned some research to look into that. It was basically finding that, yes, this was an issue. It was even an issue that was getting in vogue 15 years ago, and that there wasn't anything that was satisfactory to them in being able to respond to this issue. And so they developed, I think is a pretty neat project, which was to be able to come together to develop a framework, and to do this by involving both the social enterprises and those that were investing and funding them together over a longer time frame in which they could collaboratively define the issues, respond to the issues, develop a framework, and then pilot this framework with 8 social enterprises. And so I came into that project at that stage. It was initially called the Social Enterprise Impact Assessment Project. And it was interesting because I very quickly saw that it was about much more than impact, but more generally about demonstrating the value of the sector, and very much I believe that value is a very important concept in this field. So long story short, we did develop a framework, and really taking a holistic perspective and understanding, okay, so measurement, like, so who's it for? What is it for? And just understanding what are you doing now, and what could something usefully fit? And it was interesting because this field is very much at the intersection of
a lot of different kinds of measurement in accounting, and then there's a layer of social accounting that goes beyond that. There's program evaluation and all its variants of collective impact or process evaluation. Then there's also cost-benefit analysis, social return on investment, and kind of a mindset in business, I think, particularly, and was developed by REDF to be able to boil everything into one number. And that was like a great idea, you could just add it to your scorecard, or but definitely but it was interesting because we really wanted to try and demystify a lot of these trends, and to look at, okay, I'm running I'm 2 years, I'm developing, I'm opening a catering enterprise, I'm developing menus, I'm marketing, I'm hiring people, I'm doing this, and like what is it, what's possible, and what can I contribute? And so ultimately we released a framework in, I guess it would be 2009, and we've still just very general workbook to really work through what are the information needs, what do you want to know and show in your enterprise, and just to look at some basic ways that could be filled, and in some ways navigating enterprises to go deeper as they need to. And I think it's really important to go deep in the field that enterprises' missions relate to. If it's climate change or if it's around health, there's many robust tools and frameworks in those areas. And yeah, I'll just be happy to talk more, but I'll pass the mic to the next. Thank you, Bryn. Sébastien? Bonjour à tous. Donc, comme ça a été dit, je travaille chez Concertes, qui est une fédération d'entreprises d'économie sociale en Wallonie, à Bruxelles, en Belgique. Et donc, nous, on a mené un projet qui s'appelle le projet VISE, pour valoriser l'impact social des entreprises sociales. Alors, à l'origine de ce projet, on a donc Concertes et on a aussi la CRES Hauts-de-France, qui est une organisation un peu similaire à Concertes, donc sur la région, le nord de la France. On avait été partenaire sur un observatoire de l'économie sociale. Et au bout de ce projet, on restait sur notre faim, puisqu'on avait des statistiques sur le nombre d'emplois, sur le nombre d'entreprises, comme l'intervenant de la ville de Montréal l'expliquait, tous ces chiffres-là, mais ça ne nous suffisait pas, ça ne nous satisfaisait pas. Et donc, on a souhaité développer un projet de valorisation de l'impact des entreprises sociales pour justement alimenter nos observatoires d'informations plus qualitatives sur les entreprises d'économie sociale, ce qu'elles apportent au territoire, ce qu'elles apportent à la société dans leur ensemble. Alors, le projet, on ne l'a pas mené tout seul, comme confédération, si je puis dire. On a associé différentes de nos fédérations membres. Nous avons aussi associé le monde de la recherche avec le Centre d'économie sociale de l'Université de Liège. On a aussi eu des partenariats avec le CIRTES, l'équipe de Marc Nissen et Anaïs Périeux qui travaillent au CIRTES. Et on a associé aussi des entreprises, donc dans le cadre d'une recherche-action, où on a essayé de développer un outil, une méthodologie, un dispositif de valorisation de l'impact des entreprises sociales. On a procédé en 3 étapes. Donc la première étape a été, comme ça a été fait dans le cas des travaux du TIES, procéder à une forme d'état de l'art, voir un peu tout ce qui existait, non seulement au niveau de la recherche académique, mais aussi au niveau de ce qui avait déjà vécu au sein des entreprises. Sur cette base-là, on a défini, alors défini c'est un grand mot, mais un premier cadre d'analyse, c'est-à-dire un espace, un document qui allait un peu servir de base à la démarche d'évaluation de l'impact dans les entreprises. Et donc cette méthode a été testée dans 68 entreprises d'horizons très différents. On avait des entreprises dans le champ de l'insertion, dans le champ de l'action sociale, et puis dans le champ des entreprises d'économie sociale qui n'ont pas nécessairement une finalité propre, une finalité prononcée, si ce n'est celle de faire vivre les valeurs de l'économie sociale en leur sein.
tout cela, ce qui est important, mais je crois qu'on partage énormément les travaux, enfin ce qui a été dit précédemment. Je remercie d'ailleurs le TIES de nous avoir invités pour présenter un peu nos travaux et pour échanger avec vous sur toutes ces questions. Donc on a travaillé sur base d'un cadre d'analyse qui prend en compte le cycle, le business model classique d'une entreprise, les entrants, les résultats, enfin ce que l'on produit, la politique en matière de ressources humaines, le financement, etc. etc. Mais là où on se distingue peut-être d'autres, c'est de mettre en avant aussi l'effet que les pratiques de l'entreprise, enfin de l'économie sociale peuvent avoir aussi dans tout le processus et dans toute la réalisation des biens. Un deuxième élément aussi qui est important pour nous, c'est l'ancrage territorial, c'est-à-dire que l'entreprise économie sociale va s'ancrer dans un territoire et va essayer de répondre aux besoins du territoire. Et donc tout ça, si on prend ça en compte dans l'évaluation de l'impact, on estime déjà aussi faire une différence. Alors, donc j'ai dit, le projet vise 21 partenaires du monde de la recherche, des fédérations des entreprises. On a mené les trois étapes. Peut-être ce qui est intéressant dans les apprentissages, ce que je n'ai peut-être pas dit non plus, c'est qu'au départ, on estimait en 4 ans développer un outil magique, un peu comme on a les comptes annuels d'une entreprise. On espérait développer un petit outil un peu de ce type-là. Évidemment, on s'est bien vite trompé. C'est pas que c'est impossible, mais en tout cas, en 4 ans, c'était peine perdue. Et donc, un des premiers résultats du projet, qui est assez marquant, c'est que tous les partenaires se sont remis autour de la table et on a développé un plaidoyer. Une forme de, comme le disait mon collègue juste avant, un position paper sur le pourquoi et le comment la mesure d'évaluation devait être réalisée. Et donc déjà ça, c'était un résultat assez intéressant et assez important et qui montrait les spécificités aussi de ce que l'on voulait faire par rapport à d'autres mesures, outils qui voyaient le jour et qui commencent à être de plus en plus mis en avant dans les politiques publiques ou auprès des financeurs, comme l'expliquait Mark Nissen. Parce que, j'ai oublié de le dire aussi, le deuxième objectif du projet, c'était justement d'offrir une vision autre, une réappropriation par les acteurs de l'économie sociale de la question de l'évaluation de l'impact. Puisqu'on voyait trop souvent apparaître les social impact bonds, des fondations ou des investisseurs à impact social qui pensent qu'investir à impact, c'est investir avec d'autres rendements, qui soient un rendement financier moindre et d'autres avantages ou d'autres plus-values. Pour nous, investir avec impact, ce n'est pas investir avec d'autres rendements, c'est investir autrement. Et donc ça indique un processus qui est tout à fait différent. Et là, on revient à la question du processus qui a été mis souvent en avant dans les interventions précédentes. Dans les réalisations telles que l'on a fait aujourd'hui, il y a ce plaidoyer, il y a cet état de l'art, des théories pratiques et du monde de la recherche. Et on a aussi développé un mémorandum sur l'évaluation de l'impact. Mémorandum, alors pourquoi on l'a fait ici alors on n'est pas encore en fin de projet pour nous, c'est parce qu'on a les élections européennes au niveau France et Belgique, et qu'on espérait justement peser dans le débat politique. Et donc là, je pense qu'on rencontre une des attentes ou une des perches qu'a attendu Mark Tissens tout à l'heure, de dire, voilà, il faut que les acteurs de l'économie sociale s'emparent de cette question et essayent d'influer les politiques publiques et les autres types d'investisseurs en présentant leur manière de faire. Beaucoup, Sébastien. Chers collègues, amis canadiens, belges, français, le temps a malheureusement passé et je n'aurai pas l'occasion de vous demander complètement vos apprentissages. Et, je vais vous demander en 3 minutes de nous donner un aperçu des besoins actuels auxquels vous pouvez penser suite à vos travaux dans votre expérience. Qu'est-ce qu'on doit faire dans les prochaines minutes? Il y a des élections européennes, il y a des stratégies canadiennes de finances sociales qui s'en viennent. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire à court terme? 3 minutes chacun. Et je laisse Sébastien finir d'écrire et je vais commencer par lui. Et je retourne vers le bout de ma table.
Ben, que doit-on faire? Ben, je pense qu'il faut, que le monde de l'économie sociale... la semaine dernière, je ne sais plus dans quel événement, un des intervenants disait voilà, l'économie sociale est trop souvent trop modeste ou ne se montre pas assez. Ben, je pense qu'une des premières choses, c'est se montrer qui on est, nos particularités, nos différences aussi, justement dans les processus, dans ce que l'on fait et dans la manière dont on fait différemment. Ça, je pense que c'est important. Plus particulièrement aussi, dans le cadre de l'évaluation d'impact, une des conclusions du projet Vie, c'est qu'on n'a pas de méthode miracle. Je crois qu'il y en a d'autres qui sont arrivés aux mêmes conclusions suivant d'autres démarches. Mais par contre, cela pose quand même une question, c'est que on a développé des méthodes qui sont très ciblées sur une entreprise, mais on ne répond pas aux besoins des pouvoirs publics ou de financeurs qui, eux, ont un portefeuille d'action et veulent aussi pouvoir rendre compte, finalement, de leur action et de ce que ça apporte comme impact sur la société. Et donc là, peut-être, ce qu'on peut leur proposer, c'est d'essayer de développer, suivant la méthode que l'on a suivie, nous, avec les entreprises, une méthode de co-construction, en mettant du temps de qualité autour des questions évaluatives qui se sont posées, donc en réinterrogeant le pourquoi des choses, le pourquoi des politiques, le pourquoi de l'investissement, en réinterrogeant ça collectivement et en essayant de trouver ensemble, collectivement, des manières de pouvoir rendre compte de l'action de ces fonds collectifs ou de ces pouvoirs publics. Et donc là, voilà, peut-être concrètement deux choses. Donc, montrer qui on est, le faire savoir. Et deuxièmement, peut-être travailler avec les financeurs, des pouvoirs publics et d'autres, à développer collectivement une méthode qui soit plus adaptée à nos besoins et qui leur permette de rendre des comptes, de montrer aussi en quoi ils contribuent à l'impact social, à améliorer la société et à rencontrer les objectifs politiques qu'ils se sont fixés. Co-construction des outils et peut-être relation entre micro-macro éventuellement. Voilà. Merci. Bryn. Okay, there's so many things. It's hard to focus in on a couple, but two practical measures that I think could really benefit and move the space forward is, first of all, for social enterprises, well, first of all, to understand that measurement is integrated in systems that are put in place in enterprises, systems around human resources, systems around purchasing, systems around sales. So whether, in the classic business you have a pipeline, there are many systems that fulfill these functions, and they have measurement built into them. And I think increasingly we need to see that enterprises could get good systems around, particularly when they're starting up, that would enable them to integrate measurement, whether that's measurement that gives them insight about their business performance or measurement that gives insight into their social mission and social goals, just to better equip social enterprises and to invest in that, as foundations and funders and investors. The other side, I believe, is that, on that side, we just want to be able to support enterprises to be successful and to help them have clarity around what they're doing, but to help solve the puzzle of impact and evaluation to better fund collective impact projects, research at a university level that can benefit the sector. So I'm just recently in Vancouver, there's a study that's beginning to look at the development of personal capital and social capital for people that are working within social enterprises that provide supportive employment. But I believe there's a need for more studies that will, by working together, can really provide good information for many. Okay, need for more research. I love that. Using the data that enterprises already produce. I also love that. Thank you. Thank you. I think building very much on what Bryn said, I think one of my calls would be for us to get better at
the convening that you've been doing in Vancouver, the pulling together of people to talk at every stage of the process. What ought we to evaluate? How are we evaluating? What have we learned from our evaluation? And what should we do about it? And I think one of the reasons why that's powerful is because that leads to action now. That isn't bringing people together to say, once we do the following 7 steps, in 3 years, we'll be at a place where we can say something about our value. We can say things about our value today. And I think getting better at doing that is one thing I think is a really important message going forward. Okay, and encourage debate about the question. Ma conviction est que l'économie sociale et solidaire n'est pas une petite partie de l'économie. Elle est le laboratoire de ce que sera l'économie demain, si nous voulons que notre société, que notre planète survive. Et ce que nous avons à faire tout de suite, c'est à convaincre d'autres acteurs que notre vision du cycle de la valeur sociale, de la façon dont on crée de la valeur dans la société, et donc les méthodes d'évaluation que nous mobilisons, que notre vision du cycle de la valeur sociale est une vision partageable et qui est susceptible d'apporter les réponses aux questions que nos sociétés se posent aujourd'hui. Nous ne sommes pas des acteurs minoritaires, nous sommes des pionniers dans une vision de la création de valeur, de la production économique, de la création de liens sociaux que nous devons faire partager au plus grand nombre. Et pour cela, maîtriser les outils de la mesure d'impact social, c'est se donner une capacité de conviction plus grande. Il y a une autre histoire comme ça, hein, David contre Goliath. Okay, once again, in the strange position of advocating for standards. So, yes, I would like to agree with everything that's been said here, really focusing on the range of evaluations using data that enterprises are already gathering. But I think we also need to come together toward a bit of a standard. And I think some of the reasons for that have been said already. If we don't do it ourselves, someone will. So let's make sure we do it on terms that echo these objectives that we've heard today and that are really at the heart of why we're convening today. One of the things we can do with a standard that works for us is, I don't know if there's any Foucault fans in the room, but we have this idea of knowledge and power. And by creating new ways of measuring and elevating those, we can start to change the conversation away from what Sébastien talked about, moving away from the focus on high returns. So there's a polyvocal or voice that we can elevate into into the sort of venues of power decisions with a more powerful tool. So that's one of the reasons to do it. I'm trying to say 5 minutes in 1 minute. In the history of standards, that many people, sociologists have measured standards. One of the surprising learnings is that uniformity kills standards. And in fact, the standards that are most thriving today, if you think of what ISO does, or if you think of financial accounting, they actually are not uniform, but have a ton of flexibility built into them. And that is why they work. And this is true in technology standards, it is true in medical standards, it is true in accounting standards. Flexibility is essential for standards. So we can look to those standards for some ideas on how to create a flexible standard. And I guarantee you the answer is not a uniform set of magical indicators. That is not what our lessons from standard setting tell us makes a good standard. So everyone who here today has talked about avoiding this magical set of indicators, I am 100% on board. That is not what we want with standards. I'm gonna try and really very fast focus on some key things. What do work is constructing equivalences. So thank you, Yannick, for mentioning that. But that is a key at the heart of how accounting builds standards. We wanna think about some common ideas that we really wanna focus on, like equality or sustainable livelihoods or democratic participation. We want to think about those ideas. And then we don't want to think about the indicators that are going to measure that, but rather the limits we want to put on people's choices for choosing those indicators. So rather than thinking about what is the right way, we want to allow lots of right ways, but not anything, right? Like, do we really believe any measure is okay? So we start to think about what are the limits on those and what are the context of those limits. And that's how we start to build a flexible standard. And then the last thing, and this is true, I think, for why we're convening today and true for the common approach, is that standards are communities, not documents. And it is something to write a piece of paper, something on a piece of paper and distribute a piece of paper.
But if we think the work is done at that point, we're wrong. Our standard is dead. I like to say a delivered and done mentality is dead. So all of us, I want to echo the convening that has to happen in perpetuity forever. It's time, it's participation, it's our constant dialogue, it's our coordinated approaches to building these common ideas going forward, because coming together is not about what we write down in a document. It's about our choice to work together and align what we're doing to give voice to the people we want to give voice to. Thank you very much, Kate. Thank you very much to our panelists. Thank you. I would like the panelists, pardon, je vais parler en français, que les panélistes se distribuent dans les tables et que nous prenions 30 minutes. Les minutes, c'est du temps. Le temps, c'est une mesure. La mesure a un instrument qui s'appelle une montre. Donc, dans 30 minutes, nous reviendrons ici avec des commentaires et questions aux panélistes. Merci beaucoup encore une fois. Alors, les 30 minutes de discussion s'achèvent. Je vous inviterai à dès à présent commencer à penser à vos commentaires, vos questions, et je vais inviter nos 6 panélistes à venir sur l'estrade. Donc les 5 panélistes du panel Expérience internationale et Marthe Nissen pour prendre quelques commentaires et questions. Alors à tous dans la salle, si vous souhaitez poser des questions, il y a 2 micros. Je vous inviterai à les poser ici pour que la traduction puisse se faire. Merci. C'est tout neuf. Il faudrait que quelqu'un me donne le temps. Parce que c'est impossible. Merci pour le stylo. Là, je n'en ai plus. Ça va, Kate? Do you need your... I think there's one. Ça va aller? Alors, merci à tous de... Comme me le disait Margie tout à l'heure, c'est comme un mariage. On revoit des gens qu'on connaît. Et là, à un moment donné, il faut se discipliner, s'asseoir à la table et écouter les présentations. Alors, merci. Vous avez pu débattre de ces questions et probablement ça a suscité davantage de questions. Alors, il y a, je crois, des micros dans la salle. Est-ce que les gens du TIES vont aider à faire circuler les microphones? Comment est-ce qu'on fonctionne? C'est moi? Et vous venez au micro. Les micros sont dans la salle. On vous invite à venir prendre le microphone pour poser des questions ou des commentaires à nos panélistes qui se sont multipliés, puisque Marthe s'est maintenant jointe à nous. Alors, pendant que vous cogitez, nous n'avons que 20 minutes, donc dépêchez-vous. Hein. Je vais quand même en profiter pour saluer les contributions que nous avons eues tout à l'heure. Je crois que ça nous a donné un aperçu de vos travaux et on voit certaines convergences et on voit certains paradoxes ou en tout cas certaines questions qui restent à résoudre. Donc, je pense que les questions pourraient certainement poser sur l'avenir. Alors, oui, en vous présentant d'abord... Alors, en vous présentant, s'il vous plaît. Oui, bonjour.
Je suis toujours trop grande, il ne faut plus que je mette de talons. Donc, je suis Nathalie Chapdelaine. Son mesure. Oui, c'est ça. Je suis Nathalie Chapdelaine, je travaille pour la Fondation McConnell, plus spécifiquement pour le programme InnoWeave. Merci infiniment. J'ai pris beaucoup de notes. C'est tellement utile et passionnant, toute cette question de l'évaluation, non pas pour le accountability, mais l'évaluation pour l'apprentissage. À la Fondation, pour ceux qui nous connaissent, on parle de changement systémique. Et c'est quelque chose que moi, je n'ai pas entendu aujourd'hui dans cette question-là d'évaluation. En fait, comment finalement chaque acteur apprend, utilise l'évaluation pour aussi reconnaître sa contribution dans un écosystème. Et comment, en soi, c'est un apprentissage d'être capable de se percevoir à travers des liens et que seul, on influence une toute petite partie du changement. Puis je mets ça en relation avec un exemple que j'aime beaucoup utiliser, celui de l'analphabétisme, parce que pour moi, il est un des fondements de nos démocraties, de nos sociétés. Et je suis retournée tout à l'heure sur le site de l'Association pour l'analphabétisme ou contre l'analphabétisme au Québec. Et les statistiques sont affligeantes. 19% de notre population au Québec est analphabète de type 1, donc pas la base. Et il y a un autre 34% qui est analphabète fonctionnel de type 2. Et pourtant, on a des programmes, de l'argent, beaucoup d'efforts qui vont pour régler cette question-là, mais on n'a pas les résultats. Donc, à nouveau, en termes de se positionner, on fait de l'évaluation pourquoi? On est une entreprise d'économie sociale, pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de société hyper importants et que ce n'est pas parce qu'on met de l'énergie, du temps, des ressources qu'on a forcément les résultats attendus. Merci beaucoup pour la question. Merci. On va prendre les questions en rafale et puis je vous demanderai de les prendre en note pour pouvoir ensuite y répondre au gré de votre envie. Alors, mon microphone ici, en vous présentant. Oui. Jean-Pierre Assette de la Société d'habitation populaire de l'Est de Montréal. Ma question est vraiment similaire. J'ai donné la parole avant. Je vous explique le raisonnement. Puis les entreprises d'économie solidaire, sociale, sont nées de dysfonctionnement de notre système socio-économique. Donc ça, c'est la prémisse. On crée des entreprises d'économie sociale ou les communautés les créent pour faire de la transformation. Ce matin, ce que j'ai entendu, puis je reviens, c'était une approche qui est micro. Donc, on dit, on va évaluer des organisations pour voir leurs impacts. Où on en est rendu, nous, dans notre organisation, on est parti, on est en habitation, on voulait aider les gens au départ pour leur offrir des logements beaux, bons, pas chers. On était dans des territoires en déroute, on a fait de la revitalisation urbaine. Ensuite, on se disait, c'est pas encore assez, on va construire des communautés solidaires et inclusives, donc en faisant du partenariat. Mais on s'est rendu compte que c'était pas encore assez, il faut travailler au niveau de Montréal en créant des écosystèmes. Un écosystème, on va avoir une chance d'avoir un impact collectif. Parce qu'il y a une certaine prétention à penser, il y a des problèmes méthodologiques, bien entendu, mais une certaine prétention en pensant qu'une organisation, si bonne soit-elle, puisse transformer la société ou l'améliorer, dépendamment des perspectives politiques qu'on a. Donc, ça me fascinait, cette chose-là. Et le défi de travailler en écosystème, puis avec le TIES, on est rendu là, puis il faut que tu aies des... C'est extrêmement difficile. Donc, la question, puis c'est comment reposer la question, puis c'est pas pour faire l'économie de l'évaluation des organisations prises individuellement, mais là, ça pose plein de choses quand on rentre là-dedans, parce que ça veut dire qu'au niveau financier, il faut arriver avec des nouveaux pitchs ou des nouvelles présentations à l'appareil public en disant « vous n'y arriverez pas ». Ils ne peuvent pas y arriver, là, tout le monde y a un constat. Il faut le travailler en écosystème. Donc, il faut qu'en écosystème, on fasse des demandes. Et là, il faut que tu fasses de la répartition, puis on rentre dans... Donc, ça me fascinait, je comprends, mais tout le long, je me disais, mais il n'y a pas d'approche macro, c'est micro. Donc, je vous partage, puis je vais être tout à fait là, dans l'intervention précédente. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre. D'autres interventions, Margie, en te présentant. Margie Mendel, Université Concordia. Je vais poser une question en anglais directement à Kate. Take the opportunity to continue our conversation. Just, je suis tout à fait d'accord avec toi. The link micro-macro is essential. But where do you situate this work that you're doing on flexible standards with, what I've called this enormous salad of choice of indicators that have emerged, through GIN, through IRIS, where, you've got all these possibilities to just pick and choose the ones that better
reflect who you are and what you're doing. So if we have this big choice, and then your work is going to say, well, maybe we'll have a flexible standard, how can you reconcile this movement towards more and more and more options? It's a question for you. That's a great question. En vous présentant. Bonjour, moi c'est Michael Lansner, je suis avec l'organisation Powered by Data. Et pour moi, la question c'est toujours avec le framework de comment est-ce qu'on peut savoir l'impact du système. Et c'est quoi les rôles des données, l'accès à l'utilisation des données administratives pour ça? Parce que nous, quand on offre des services dans le secteur, on sépare les outcomes de nos clients. On utilise des indicateurs, mais c'est des indicateurs après une programmation de 8 semaines et on les voit pas après une deuxième année ou une troisième année. Alors, c'est clair, si on regarde le système de santé, les données administratives sont utilisées massivement pour améliorer les systèmes, pour comprendre l'impact. Mais alors, la question pour les panélistes, c'est quoi le rôle de l'accès à l'utilisation des données administratives pour mieux comprendre nos services, l'impact de nos services, et aussi comment est-ce que ça va toucher l'autonomie du secteur communautaire, le secteur OBNL, comment est-ce que, d'après moi, il y a une tension de respecter cette autonomie et d'utiliser les informations du gouvernement pour savoir l'impact sur nos clients. Merci. Merci. Les questions sont de plus en plus croustillante. Je sens mon panel fébrile. Jonathan Durand-Foulcourt, professeur à l'École d'innovation sociale de l'Université de Saint-Paul à Ottawa. Bonjour. I have a question for Kate about the common approach to impact measurement, actually. When I read about what you're doing, I saw that there might be a kind of data center where the people could collect all the data from the different social enterprises. So I want to hear you about the risks maybe of collecting in a centralized place all the data from the organization so that the investors, governments could read all of this information to select and choose what the most interesting projects are. And when I saw about the indicators, you speaking about the flexible or organizational indicators, they're mostly about like finance, governance, about the employees, about several things, and they are the sustainable development goals. And there's a big thing about like impact investing, about the sustainable development goals, and mostly you can like pick and choose like 1 or 2 or 3 that you prefer about your organization. And about social finance, I see that might be a weak point about the social impact because there's all these goals. And when I read the article that you wrote about like the enterprises that were in Ontario where they discussed about it, the main goal that the most enterprises chose was economic growth work. It was not about social, so it's mostly about doing like the accountability part of what we were doing before. We're putting a little bit of social measurement on it, but actually I want to hear you about what's your view about all of this. So Merci, thank you. Jonathan. Bonjour, Denis Sabardine de France, du Groupement national des initiatives et des acteurs citoyens. Ma question aux panélistes, c'était un peu avoir leur position sur le collective impact, puisque jusqu'ici on a parlé beaucoup de mesures de l'impact social au niveau d'une organisation, alors qu'on sait que pour avoir les changements systémiques et de transformation sociale et économique qu'on veut avoir pour notre monde, c'est avec un ensemble de parties prenantes qu'on va engager les choses, acteurs publics, citoyens, associatifs, grandes entreprises ou PME. Et donc voilà, quelle est votre approche justement par rapport à ça? Comment comment pouvoir mieux mesurer ce collective impact, voilà, parce que c'est une échelle plus macro. Et ensuite, deuxième petite question, c'est plus au niveau canadien que je connais moins. Yannick Blanc parlait en France qu'il fallait que les acteurs de l'ESS s'unissent pour peser, gagner en influence. Et donc en France, ça commence à bouger avec différents programmes. Qu'en est-il ici au Québec? Est-ce que les acteurs sont vraiment prêts, assez unis? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de fragmentation entre les acteurs de l'économie sociale.
voilà, est-ce qu'ils seraient prêts à gagner en influence pour montrer qu'ils sont porteurs d'un autre modèle de société? Merci pour la question et peut-être que le panel ici ne pourra pas répondre pour le Québec, mais on a des personnes du chantier de l'économie sociale et du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité qui pourraient certainement commenter à ce sujet. Une dernière courte question pour leur donner le temps de répondre et de commenter. Merci. Vous m'avez mal choisi pour une courte. Qui êtes-vous? Non. René Collet, je suis président de Humanio, une firme de mesure d'impact, entre autres. Je voulais juste faire un commentaire par rapport à notre échange, puis une courte question, effectivement. En termes de posture, j'échange avec vous les 3 postures suivantes. L'impact ultime ne serait-il pas que l'organisation disparaisse? Si jamais on veut prôner l'innovation dans un milieu, si jamais cette innovation est rendue standardisée, acquise, moi, comme organisation, je disparais. Donc, j'interpelle un peu l'assistance par rapport à ça. Deuxième posture, c'est la mesure centrée utilisateur versus la mesure centrée funders. Donc, impact funders ou impact makers ou bénéficiaires. J'aimerais entendre peut-être quelqu'un d'entre vous nous faire réagir à cet équilibre, à ce jeu d'équilibriste à maintenir entre les deux. Puis la troisième, c'est au lieu de se focuser sur mesurer les effets, est-ce que la posture ne devrait pas plutôt être rendre visible ce que ne l'est pas? N'importe quelle organisation ici, elle crée déjà de l'impact. Peu de choses sont visibles entre guillemets à l'œil nu. Donc peut-être qu'au lieu de focuser sur extrêmement mesuré pour X ou Y raison, est-ce que ce ne serait pas plutôt de diminuer la pression et de dire prenez des lunettes et voyez juste ce qui rendait visible en fait ce qui ne l'est pas. Et la question, peut-être précisément à monsieur Yann, pardon, je le prononce bien, Yannick, excusez-moi. Vous avez lancé quelque chose qui est assez intéressant, à savoir nous ne sommes pas la minorité de l'écosystème économique. Donc vous nous avez laissé sur notre faim. Donc collectivement, comment on peut vraiment gagner cette bataille, entre guillemets, même si c'est un terme très dur, et que ce soit à défaut d'être équilibré, mais plutôt d'être dans un nouveau paradigme économique. Merci. Merci beaucoup. Il y a énormément de questions. Il y a quand même convergence sur certains aspects. Je pense qu'on pourrait avoir peut-être, si l'assistance, si vous êtes d'accord, nous prolonger un tout petit peu de 15 minutes. Alors, ça nous donne en moyenne 5 minutes par personne pour répondre ou commenter à ce fleuve de questions. Alors, vous êtes équipé de microphones près de vous? Non? Alors, je vais vous prêter le mien. Il y en a 2, c'est ça. Alors, qui voudrait commencer? Who wants to be first jumping into this discussion? Merci Marie, merci pour ces questions. L'avantage, c'est quand on a quelques minutes, on peut ne pas répondre à tout. Mais je voudrais revenir sur plusieurs interpellations qui me semblent extrêmement intéressantes et importantes. C'est cette question du changement systémique et des niveaux micro, méso et macro. Bien sûr, en tout cas, l'exposé que j'ai fait est un exposé organisationnel et micro qui ne se suffit pas à lui-même. Prenons un objectif qui est extrêmement important, c'est celui de réduire les inégalités sociales. Je pense qu'au niveau micro, dans ce type d'exercice, on peut se poser les questions au niveau organisationnel. En quoi, dans notre processus, on réduit les inégalités? Par exemple, la tension salariale. En quoi, tout de même, le type de bénéficiaire que nous avons permet de réduire ou non les inégalités? Ça ne suffit pas. Deuxième niveau, c'est le niveau méso. Et le niveau méso me semble intéressant dans 2 coupes. La coupe territoriale, j'étais à une table, on parlait de l'importance des concertations territoriales, et je pense que ça vaut vraiment la peine de poser ce type de questions au niveau d'un collectif d'acteurs sur un territoire. Et puis au niveau aussi d'une fédération, par exemple, une évaluation d'une entreprise d'insertion, bien sûr que c'est important pour l'entreprise d'insertion, mais je pense qu'une fédération de centaines d'entreprises d'insertion peut poser déjà d'autres questions. Et puis, le 3e niveau, bien sûr, c'est le niveau macro. Et donc, la question qu'il faut poser là, c'est celle de la cause des inégalités.
Et bien sûr qu'il ne faudrait pas que ce niveau micro élude ce genre de questions. Cette question de dire, ben oui, c'est systémique et donc quelle est la cause de l'inégalité? Parce qu'on a bien lutter contre l'inégalité, c'est bien, au niveau micro réparé, mais où sont les causes? Alors, du point de vue méthodologique, par contre, je crois que c'est très compliqué de faire vraiment des liens, comment dire, les discours, pas plus que les discours, les pratiques doivent être articulées, mais à nouveau, il faut oublier cette histoire de lien causal. De dire, penser qu'on peut articuler les indicateurs méso et macro, du point de vue du lien causal, c'est extrêmement compliqué. Bon, voilà. Merci. Sébastien. Merci pour toutes ces questions qui sont vraiment très, très, très intéressantes. Je vais essayer pas de répondre entièrement à chacune des questions, mais d'apporter quelques commentaires, quelques idées qui viennent aussi de la pratique du projet. Par rapport au rôle de l'évaluation, un des premiers résultats aussi que l'on a eu, nous, dans le projet, c'était de voir que finalement, la première chose que faisait une entreprise dans le cadre de l'évaluation, c'était de modifier ses statuts. Modifier ses statuts, pourquoi? Parce qu'elle se rendait compte que les objectifs qu'elle s'était fixés au départ ne sont plus ceux qu'elle doit suivre aujourd'hui. Alors ça répond déjà en partie à la question de monsieur qui disait, ben voilà, avec l'évaluation d'impact, une organisation disparaît. Non, avec l'évaluation d'impact, une organisation se réinvente et trouve finalement ou va résoudre, va rencontrer d'autres besoins et contribuer à d'autres enjeux. Alors sur la question du macro, méso et micro, je souscris entièrement à ce que Marthe vient d'expliquer. Je pense qu'il y a... ce qui est important, c'est de voir aussi quelles sont les causes et comment, en tant que système, en tant que groupe d'entreprise, en tant que collectif, on essaie non pas de réparer, mais de résoudre ces causes, enfin de réduire les causes des problématiques. Par rapport au centre de données et aux collectes de données et d'indicateurs, nous, on a essayé au niveau du projet VIS en cours de récolter une série d'informations sur les impacts générés par les entreprises. Et la grosse difficulté a été de trouver quelque chose qui soit commun à l'ensemble des entreprises et même qui soit commun à des groupes d'entreprises homogènes. Et finalement, ce sur quoi on s'est mis d'accord, c'était de collecter des informations sur l'ADN des entreprises d'économie sociale, donc sur la manière dont elles mettent en pratique les principes de gouvernance, les principes de finalité des personnes et du travail sur le capital, les principes d'autonomie de gestion, les principes de démocratie, etc., etc. Alors c'est déjà une première chose, ça permet de montrer la différence et d'avancer. Alors par rapport aux indicateurs développement durable, j'étais la semaine dernière dans une rencontre avec des financeurs privés institutionnels et on discutait aussi de la manière d'intégrer ou non, enfin de prendre les objectifs de développement durable comme un élément distinctif d'une entreprise avec impact par rapport à une entreprise classique, parce que toute entreprise a finalement un impact sur son environnement, déjà les ressources naturelles qu'elle utilise, puis l'emploi qu'elle met en œuvre, etc. etc. Et le financeur institutionnel disait, si on regarde vraiment la réelle définition des objectifs de développement durable des Nations Unies, c'est déjà un bon indicateur pour distinguer. Parce qu'on parle par exemple de la réduction de la pauvreté, mais c'est quelque chose d'universel. Ce n'est pas rendre accessible un peu plus facilement pour certaines tranches. Non, c'est l'universalité d'accès de la réduction de la pauvreté. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pourrais encore parler des heures, mais... Voilà. Sur ces questions d'impact systémique, de changement d'échelle, je pense que l'économie sociale et solidaire est peuplée de gens qui ont quitté les systèmes pour aller vers les écosystèmes. Les plus anciens d'entre nous ont connu l'âge des systèmes. C'est quoi l'âge des systèmes? C'est l'âge des églises, c'est l'âge de l'État-providence, c'est l'âge des grands partis politiques, c'est l'âge de la grande entreprise intégrée. C'est l'âge où l'acteur est une petite pièce dans un immense système et où il essaye de s'intégrer au grand système pour en être un militant, pour en être un agent discipliné et zélé.
Et si nous sommes dans l'économie sociale et solidaire, c'est parce que nous avons tourné le dos à l'âge des systèmes et que nous sommes à la recherche de l'âge de l'écosystème, c'est-à-dire l'âge où l'activité est autonome, où elle est locale, où chacun d'entre nous a la possibilité de voir, de percevoir lui-même quel est l'impact de son action personnelle sur ceux qui l'entourent ou sur son environnement. Voyez sur les questions d'écologie, de développement durable, l'importance que prennent les questions d'éthique de comportement. Le fait que, à partir du moment où chacun d'entre nous a pris conscience de l'immensité des enjeux qui sont aujourd'hui ceux de l'écologie, il va avoir à cœur dans son comportement personnel de changer son impact sur l'ensemble de la société. Ça, c'est le grand changement dans lequel nous sommes. Et dans ce grand changement, nous sommes à la recherche des outils qui nous permettent précisément d'avoir une action collective sur l'écosystème. On n'est plus dans le système, on n'est plus dans le grand soir, on n'est plus dans le parti politique qui va faire le grand soir et qui va faire basculer le système. On est dans un moment où on est à la recherche de ces outils d'action collective qui sont des outils horizontaux. Les objectifs de développement durable répondent assez bien à cette définition, c'est ce que vient de dire Sébastien. On peut les contester d'un point de vue, j'allais dire, philosophique. Est-il bien raisonnable de parler de développement durable à une époque où la question, c'est la question de la proximité, de l'effondrement du système écologique? Mais si on laisse de côté ce débat philosophique qu'on peut avoir, qu'on doit avoir par ailleurs, les objectifs de développement durable ne sont pas une directive donnée par le sommet à l'ensemble de la société. C'est un langage commun pour des acteurs ayant des échelles, des types d'activités divers. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est un modèle très intéressant. Parce que, comme Sébastien vient de le dire, un acteur social, une fondation, une communauté, une collectivité locale, une entreprise peut référer son action aux objectifs de développement durable. Et il est probable que nous devrions avoir intérêt, par-delà la construction des multiples outils par lesquels chacun d'entre nous va essayer de mesurer l'impact de son action, nous aurions intérêt à travailler sur le modèle, sur le paradigme des objectifs de développement durable, à travailler à ce langage commun qui nous permet de parler de la diversité de nos initiatives avec les mêmes mots. Oui, j'aimerais dire merci à vous qui avez demandé les questions en anglais et je suis désolée que je ne peux pas répondre en français, mais je peux répondre en français, mais vous ne pouvez pas comprendre. Alors, we will now go to English, where I will communicate better, and thank you to the fabulous translation that is making this possible. There were a few questions directed directly at me. And I think I saw the name on the name tag of Jonathan, who asked about data centers. I don't know did I get the name right? Long distance reading. All right, so I agree with you. There are tremendous risks of having all these data in a single data center, which is why we dropped that idea. And we have what we are calling a distributed network of data centers. And this then is more a relationship between a single enterprise and the impact measurement tool they choose to use. We need some kind of data center for two reasons. It has two functions for us. One is we have a data standard that makes the data interoperable so that enterprises can take their measures and change between data providers and not lose the power of what they've created. So bundled in the idea of a data center is a data standard. Two, we have really worked hard to make sure this process of creating a flexible standard is painless for the social enterprise. And our vision is that social enterprises are able to participate and enter their impact metrics in any word, choice, phrase they want. And then the data standard does its magic in the cloud and links them to our constructs that are more uniform. So we need a cloud-based system to do that magic so that it happens without complicating the work for the social enterprise. And now that I know someone's actually reading what we're publishing, I will write on that, and it'll be available for you to read. So thank you for that.
there were a bunch of questions that I think I can answer with one idea, that I think what we're observing in this room is a tension that arises with the performativity of impact metrics. So this means that by imposing metrics on an organization, we shape what that organization is and does. And as people who are interested in the social economy and the autonomy of social purpose organizations, we resist that performativity. We want these organizations to have the authority to construct their own identities, their own values, their own missions, and do what they and their stakeholders believe is best. But when we move to the field of impact investing, and we find there are large businesses participating in things they call impact-focused work, all of a sudden we want this performativity. We want these measures to really make sure that they are doing the good they're saying doing, and they're not just greenwashing or social washing. I don't think we have a sunshine spreading, something like this. But we want these measures to really hold these organizations to account and to make sure they're actually doing some good. So now we've really found the tension between this imposed measures versus not imposed measures is there's a tension there. So how does a flexible standard solve that? Well, I don't want to talk for a long time, but I think there are ways. And it relates to this idea of bounded flexibility, where we construct rules on where the flexibility can exist. We can have if-then rules. If you are an organization whose sole purpose is for financial gain, here are some rules that you must adhere to. If you are this other kind of organization, here are some other rules that might adhere to. So you have these if-then conditions on flexibility. You also have a kind of rule that is really common in standards that I call call shot, bounded flexibility. So I call it call shot because if you think of a game of pool, where you're playing pool, you can look at any of the balls in any of the pockets, and you can choose. But you have to call your shot ahead of time, and then you got to get that shot. So what thing you can do is you can let organizations say, in our context, we define a good job as follows. Or in our context, we define the following stakeholder engagement process to identify the indicators we're going to use. And then having disclosed that and written it down, that becomes that organization's rule. So they've called their own shot, they've named their own rule, but they're now accountable to that rule going forward. And actually, this is something that groups like the Integrated Reporting Council are trying to do to organize the salad of indicators that Margie talked about, where there's this choice, but there's an idea to try and get organizations to call their process. How are you going to pick which indicators are the right ones for you to report on? And then that process is disclosed and open for criticism. And then that process is what holds them to account. So they've kind of crafted their own rules for their own context. So then, one last thing is around impact evaluation at the systems level versus the organization's level. And I think some other people have already answered this, but two quick thoughts, which is I think enterprises, my own views, I'm stepping away from my project role now, and this is now me pontificating. Individual organizations should be focusing on impact measurement for the purpose of improving their own understandings of what is their impact. And that the more rigorous impact approaches that really seek to understand what works in the world, I think we'd be better off if we thought of these as a public good. And that these are things that is incumbent on, that's not incumbent on individual organizations to generate or prove on their own, but that this is what researchers should be funded to do, or I think I've summed it up. The notion is this would be a public good as opposed to individual accountability for organizations. But that is not, I'm separating that right now from the common approach. Well, maybe I'll jump in. There's so many different dimensions to what has been discussed. I think I would add that, in being able to bring what happens at a micro level to a macro level, both in terms of data collection and learning and making sense of that data, is that I think there's a lot of, currently there's plenty of data, but there's a lot of dysfunction in how it's used and how it's shared. And I think often it's easy to think of measurement, and issues around that in terms of, what do we want, what's important to measure, how do we collect that, how do we report it,
but often we're forgetting about the use of it in decision-making, the use of it in planning, the use of it in engaging support for an enterprise and in accountability, and that while we can have data collected, and right now, I mean, because a lot of government programs are delivered through nonprofit social service organizations, there's this, this reporting up the data monthly, how many people are served, how many, units of this. But we don't have a lot around bringing then the people that report the data to make sense of it and to collectively learn from that. And that there seems to be like some things that are happening at different levels or in academic institutions, that there's some really excellent research that doesn't trickle down or it isn't really something that the enterprises themselves know about and know they're important to link to what they may have discovered in this research. So I think there's just a lot we can do to enhance some of the sharing and even almost translating some of the language between the different realms. And I really, as somebody that works within a foundation, I think that organizations like foundations are in a good role. And I mean, I think Quebec is lucky to have something like TIS to bring different people together. And I think some of the other provinces lack that same kind of network to do that. But I think we just need to do a lot more to resource that and to develop practices around that. My goodness. Fine. I will say a few things. So much of what has already been said resonates with me, and I love, Kate, the idea of a tension afoot, right? That there's sort of different ways of framing what is it we're trying to do here. And Yannick, I thought your point about systems and ecosystems was brilliant and right at the heart of this, because I believe that we are folks trying to work in ecosystems, but we have inherited approaches to evaluations that are heavily based on an old-fashioned systems way of thinking. And I know that recently, for example, the original collective impact writing has been gently critiqued by Tamarack for having a bit of a sort of a corporate command and control sort of mindset built into it, and that Tamarack's invited us to sort of take a somewhat more kind of networked, open-ended, dynamic, relationship-focused approach to our collective impact work, rather than we'll decide on the thing, that'll be the thing, and we'll measure that thing, and we'll change that thing, a very mechanical sort of way of thinking about social change. Because I think this whole conversation we've been having this morning about systems level work is that by its very nature, systems level work ought to be disruptive. It ought to involve people challenging how things have been defined and challenging how things have been measured and debating the pros and cons of different ways of defining things and measuring things. And I'd love to hear how that fits in with a flexible standard, right? How do we make space for people to say that way of framing what we should measure is oppressive in a particular way, and we need to get mad about it and angry about it. And I think, though, that the liberating element of working in an ecosystem way is that ecosystems are self-organizing, are reflexive, and I just sort of, maybe it feels like an overly simplistic point, but I just want to come back to the idea that at any point on our journey, we may find it helpful to agree on how to measure things. Sometimes that can be helpful, but at other points on our journey, we may debate how to measure things, and that's just as okay, and that's fine. And that at any point on that cycle, we can come together and we can distill and we can work on what we're trying to learn. We don't need to get the measurement thing sorted out first before we can take action. We can do it as we go. And I loved, Yannick and Kate, that you both used the idea of agreeing on language, not necessarily agreeing on measures, agreeing on language, agreeing on how we understand these issues, how we talk about these issues, not necessarily all the time how we measure these issues. Thank you. I think we've not finished. These issues are not closed, so we'll have another half day to discuss them amongst us. Merci beaucoup à nos panélistes et merci à la salle. Et nous avons
un apéritif verbal à vous donner avant le repas. Alors, merci beaucoup aux panélistes. Merci. Alors, j'imagine que vos cerveaux doivent commencer à surchauffer un petit peu. Vous inquiétez pas, le dîner arrive. Mais juste avant ça, nous vous proposons un petit propos d'étape. Et pour ce faire, j'ai l'honneur d'inviter ici sur scène Nancy Nimtan. Nancy, donc membre fondatrice et ex-PDG du chantier de l'économie sociale. Elle est présentement conseillère stratégique pour le chantier de l'économie sociale et pour le TIES. Elle possède une expérience de près de 30 ans dans le domaine de l'économie sociale et est reconnue sur les plans nationaux et internationaux pour son expertise dans le domaine. Madame Nimtan est membre de l'Ordre du Canada, officière de l'Ordre du Québec et a reçu des doctorats honorifiques de l'Université Concordia et de l'Université du Québec en Outaouais. Hey, c'est lourd, ça. OK. Et je m'engage à être extrêmement brève parce que j'ai l'impression que tout ce que j'allais dire vient d'être dit. J'ai un peu le syndrome d'imposteur parce que je ne suis pas une experte et loin de là en évaluation. Mais je pense que mon rôle, c'était un peu de soulever des questions et peut-être essayer de faire une synthèse par rapport aux défis qui sont sortis. Bon, c'est sûr que moi, je commence évidemment avec une préoccupation qui, comme d'autres ont soulevé, c'est comment on peut aussi évaluer l'économie sociale et nos actions dans une vision de ce qui est transformatrice. Bon, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le chantier de l'économie sociale avec lequel j'ai travaillé pendant longtemps, on a toujours dit que notre objectif, c'était de promouvoir l'économie sociale comme partie intégrante de l'économie plurielle du Québec, bien sûr, mais, ce faisant, de participer à la démocratisation de l'économie ainsi qu'à l'émergence de ce modèle de développement basé sur des valeurs de solidarité, d'équité et de transparence. Alors, vous pouvez comprendre que quand l'enjeu de l'évaluation et les mesures d'impact passent dans ma tête, ça me préoccupe. Ça me préoccupe d'autant dans la vision et l'impact sur le modèle même de développement. Et cette préoccupation, évidemment, ce n'est pas exclusif au chantier de l'économie sociale. Ils étaient 100 000 jeunes dans la rue ici à Montréal il y a quelques semaines par rapport à l'urgence environnementale. Mais je pense que nous savons tous et toutes que la logique économique dominante, s'il n'a pas changé, on ne le réglera pas, ce problème environnemental. Je suis arrivée hier soir de Barcelone où se prépare pour l'année prochaine un forum social mondial sur les économies transformatrices où il y a une tentative de convergence entre l'économie sociale et solidaire, les communs, le mouvement des communs, l'économie féministe, l'agroécologie et j'en passe, justement dans cette vision de dire il faut aller devant cette urgence de transformation de modèle de développement. Et juste pour dire qu'on est même en bonne compagnie, ce matin aux nouvelles, je ne sais pas si vous avez entendu à Radio-Canada, mais M. Gates, Warren Buffett et d'autres milliardaires aux États-Unis qui sont sortis hier en disant « Hey, le capitalisme, ça ne fonctionne pas, là, il faut voir qu'on paye plus d'impôts, il faut qu'on ait le système d'éducation. » Alors, on est dans cette urgence. Alors, c'est sûr qu'on parle de l'évaluation de nos entreprises et qu'on les regarde individuellement, tout ce qui a été discuté, c'est extrêmement important. Et je pense qu'il y a, encore une fois, je n'ai pas l'expertise dans le domaine, vous les avez réunis aussi. Mais notre objectif, comme d'autres l'ont soulevé dans la salle, c'est aussi cette préoccupation de comment faire le lien entre ces évaluations de chacune de nos pratiques et effectivement cette nécessaire déconstruction de la pensée unique en économie, de l'idéologie dominante, comment on contribue puis on évalue notre contribution à ce mouvement justement de transformation sociale. Et pour faire ça, on sait qu'on a déjà beaucoup de capacité de le faire. On sait, par exemple, que toutes nos pratiques en finance sociale démontrent de manière assez claire, jour après jour, que la logique dominante des marchés financiers, il peut avoir une autre logique. On sait, bon, ça fait longtemps qu'on le dit, que la démocratie en entreprise, tout le monde dit, la démocratie, c'est pas efficace. Et pourtant, comment on explique que le taux de survie des coopératives est beaucoup plus grand que les entreprises privées? Alors, je pense qu'on a beaucoup de défis pour faire en sorte qu'on puisse faire le lien entre le micro, le méso et le macro, comme plusieurs l'ont soulevé dans la salle tout à l'heure. Alors, peut-être, j'ai juste résumé très rapidement peut-être quelques défis
on doit se donner. C'est ça, le premier défi, comme tout le monde l'a mentionné, c'est de trouver une façon de le faire correctement pour que ça serve vraiment aux entreprises et aux organisations dans la mission qui cherchent à atteindre, que ce soit au niveau de l'écologie, sociale, culturelle, évidemment économique. Mais je me demande si on ne devrait pas aussi regarder parfois quand on fait ces évaluations, c'est quelle prémisse qu'on est en train de questionner, comme par exemple le risque. Quand le risque a été créé, il y a 20 ans, on nous disait prêter de l'argent à des entreprises collectives à mission sociale, c'était jeter l'argent par la fenêtre. Et pourtant, aujourd'hui, on voit les impacts positifs. L'idée du capital patient, où ce que tout le monde dit, c'est un oxymoron, le capital ne peut pas être patient, et aujourd'hui, on voit... Alors, on a plein d'exemples où on est capable de démontrer le côté subversif, dans le fond, de ce qu'on fait, mais on ne le fait pas, on fait juste le garder pour nous. Donc, il y a un enjeu, et ça a été soulevé aussi, un défi des communications. Déjà, on sait beaucoup de choses sur ce qu'on fait, mais il faut le communiquer, pas juste pour dire on fait du bien, mais on fait du bien mieux que d'autres, puis même on déconstruit des idées qui disent que ce qu'on fait n'est pas possible de réaliser. Je pense qu'il faut aussi voir dans tout ça, aussi évaluer évidemment, et ça a été dit par plusieurs personnes, les impacts qui ne sont pas juste des impacts directement, mais comment ça change les dynamiques, comment ça construit des écosystèmes, comment ça nous amène à se renforcer dans la transformation de cette logique économique. Et finalement, et c'était mentionné, c'est sûr que, encore une fois, c'est ce qu'on dit est important, nous-mêmes, on doit être capable d'être assez rigoureux dans notre façon de comprendre nos propres forces et faiblesses. Et d'ailleurs, ça, c'est un autre défi. Quand on a des échecs, il faut être capable aussi d'évaluer jusqu'à quel point les échecs sont de notre sort et jusqu'à quel point il y a des conditions extérieures dans la logique économique dominante, par exemple, qui fait en sorte qu'on ne peut pas réussir. Donc, toute cette vision et cette importance de transformation. Et la dernière chose, évidemment, et ça a été dit par notre collègue de Carleton, c'est sûr, on ne peut pas mettre tout ça sur les entreprises individuellement. On ne peut pas demander à chaque entreprise ou même chaque réseau d'entreprises de voir comment son travail a un impact dans la communauté, à l'écosystème, est subversif, etc., etc. Mais je pense qu'il faut qu'on travaille, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit capable aussi de travailler en réseau. Il faut qu'on construise nos écosystèmes, notre capacité d'agir et de changer le narratif. Et peut-être la dernière chose, et je trouve qu'on ne le fait pas assez, et à chaque fois, moi dans mon expérience, on avait à se comparer à par exemple, des politiques publiques plus traditionnelles pour l'entreprise privée classique, on est gagnant. Donc, je pense que aussi dans les évaluations, on doit aussi investir dans les évaluations comparatives parce qu'aujourd'hui, au niveau des politiques publiques, on nous demande beaucoup de prouver que les investissements publics dans l'économie sociale et solidaire sont de bons investissements. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on compare à tout l'argent public qui va dans les entreprises plus classiques et être capable aussi de se comparer parce que je pense que ça aussi, ça va nous aider à déconstruire cette logique économique dominante qui, malheureusement, est en train de mener notre planète à sa perte. Et donc, il va falloir tout faire ça. Et la dernière chose, le plus grand défi, c'est qu'on disait qu'il faut savoir marcher et marcher à la gamme en même temps. J'ai l'impression qu'il faut probablement courir et manger un éléphant en même temps avec tout ce qu'on a à faire. Mais je pense que c'est important. Le micro demeure important parce qu'il nous parle de beaucoup de choses qu'on peut ensuite généraliser. Mais on a aussi besoin de renforcer nos réseaux et de vraiment faire en sorte que tout notre travail nous permet aussi d'être évalué en fonction de comment on avance vers la transformation de notre modèle de développement. Merci. J'ajouterai rien. Bon appétit. Puis on se revoit à 13h. On vous autoriserait quelques minutes de retard, étant donné qu'on est un peu en retard sur le programme. Mais voilà. Bon appétit.